Mais voilà, en effet, on vient d'entendre l'intervention de Serge. On va considérer que c'était sa performance aujourd'hui. C'était très intéressant, ça pose beaucoup de questions. En effet, justement, donc cette tension toujours entre la création, le besoin le besoin d'expérimenter, le besoin qu'un artiste a expérimenté avec une certaine liberté. Et puis la peur peut-être de se laisser manger par un outil dont on ne sait pas d'où viennent toujours les données, dont on ne sait pas toujours d'où vient sa créativité, et on ne sait pas toujours qui est vraiment le père de cette créativité. Je vais peut-être commencer par m'adresser à celle qui est peut-être le plus au centre de ces questions, qui a peut-être la balle au centre, parce que Jeanne Brinfo, en tant qu'administratrice générale de la culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on peut dire que votre rôle, c'est d'une part peut-être de protéger vos artistes, de protéger les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi de ne pas se laisser larguer par les artistes de l'étranger qui pourraient utiliser la technologie mieux que nous, de pas se laisser brider non plus. Comment est-ce que vous vivez ça, la Fédération Wallonie-Bruxelles? Est-ce que vous pensez que votre rôle est plus de protéger, de s'en méfier, ou plutôt d'encourager justement à l'utilisation de ces outils? Bon, comment est-ce qu'on vit ça à la Fédération Wallonie-Bruxelles? On vit beaucoup de choses pour le moment à la Ah oui, Fédération ça je sais, oui. Wallonie-Bruxelles, donc c'est assez rock'n'roll. Et c'est en effet un des éléments de tension auxquels on est confronté, en tout cas à l'administration générale de la culture. Alors, est-ce qu'on pense qu'on doit s'en protéger? D'une certaine manière, oui, mais nous, on est plutôt dans la logique aussi d'encourager le recours à l'IA dans les domaines culturels quand ça peut apporter une vraie plus-value. Donc on n'a pas envie d'être dans une position défensive ou dans une position de crainte mais c'est une position qui ne peut fonctionner que s'il y a un cadre, que s'il y a un certain nombre de règles qui sont respectées. Et donc, c'est seulement moyennant ces règles-là qu'on pourra encourager le recours à l'IA dans un certain nombre de créations artistiques. Ça, c'est pour la partie, je dirais, opérateur culturel. Après, il y a toute la partie qui concerne purement et simplement l'administration et pour laquelle on fait aussi un gros boulot qui est de voir comment est-ce qu'on peut utiliser, nous, l'IA pour faciliter notre travail, pour avoir plus de temps à consacrer aux opérateurs culturels, en se libérant d'un certain nombre de tâches qui sont pas nécessairement, qui ne nécessitent pas, je dirais, une grande plus-value humaine. Mais donc voilà, je dirais qu'on est, comme vous disiez, on est en tension sur ces 2 enjeux, c'est-à-dire, à la fois encourager et à la fois faire attention à ce qu'il y ait pas de débordement et que tout ça soit cadré, réglementé. Et donc peut-être une première approche, c'est déjà l'approche déclarative, j'imagine. C'est déjà, on vous soumet beaucoup d'œuvres. Est-ce qu'il y a déjà des obligations par rapport à ça, de déjà déclarer si on utilise l'IA? Est-ce que vous constatez des déclarations dans ce sens dans les Alors dossiers c'est vous pas recevez? encore, et ça fait partie du travail qu'on doit faire, c'est pas encore rendu obligatoire dans les dépôts de dossiers, mais il y a déjà des chartes qui existent. Il y en a une en lettres et livres, il y en a une en cinéma qui existe où on dit qu'il faut déclarer quand on dépose un dossier, il faut insister sur cette transparence parce qu'en fait c'est le minimum du minimum pour démarrer, c'est qu'on ait au moins cette transparence. Après, la question de savoir, jusqu'où va la déclaration, c'est-à-dire si je déclare: «J'ai tout fait», tout ce que le dossier que je vous dépose, en fait, c'est pour un projet. Non seulement le dossier, je l'ai fait avec l'IA, mais tout le projet que je vais faire, ce sera avec l'IA. Et ça, on n'a pas encore de position tout à fait arrêtée par rapport à ça, mais on a déjà des cas. On a eu, par exemple, en cinéma, un cinéaste qui a remis un dossier qu'il avait fait lui-même, mais qui concernait un projet artistique fait avec l'intelligence artificielle. Donc, il a expliqué sa démarche. Et ça, c'était très intéressant parce que c'était vraiment comment moi, qui suis cinéaste, je peux mettre à profit l'IA pour enrichir mon travail de cinéaste. Et le résultat est assez bluffant parce qu'en fait, le résultat, ce sont des images générées par l'intelligence artificielle, mais à la sauce du cinéaste. C'est-à-dire qu'on reconnaît exactement la patte du cinéaste dans le travail qu'il a fait. Donc c'est une démarche vraiment une démarche d'artiste qui est intéressante. Après, ce qu'on veut éviter évidemment nous, ce sont les projets, je vais dire entre guillemets «paresseux», c'est-à-dire où la partie humaine du projet diminue au fur et à mesure que la partie IA augmente et où on a l'impression que là, il n'y a pas de réflexion en tant que telle sur l'usage de l'IA.
Ça me permet peut-être de rebondir vers Louis de Disbach sur justement ces aspects. Où est la frontière entre la vraie créativité, la paresse? Vous avez écrit notamment sur la servitude numérique. Donc, est-ce que ce genre de projet, finalement, c'est s'abandonner à un outil et devenir le serviteur de cet outil en perdant peut-être la paternité des créations qu'on réalise, selon vous? Non, je pense pas. Et je vais volontairement, en sachant que j'ai probablement affaire à un public qui est quand même plus, pas anti-tech, mais en tout cas plus inquiet qu'absolument ébahi devant les prouesses technologiques. Et je vais volontairement incarner une position peut-être plus technophile que celle que j'ai vraiment. Mais d'un autre côté, moi je pense que l'IA pose pas forcément des nouvelles questions. Elle reformule des questions qui sont déjà existantes. Mais est-ce qu'on peut dire que les photographes sont des grosses feignasses comparés aux peintres? Je suis pas sûr. Alors peut-être qu'on a dit ça il y a un siècle. Et moi je peux vous garantir, j'étais encore à Hangar là, il y a quelques semaines pour le vernissage de leur triple nouvelle expo. En tout cas, il n'y a rien de paresseux là-dedans. Et donc, je ne pense pas que des gens qui travaillent avec l'intelligence artificielle soient forcément plus fainéants. Après, d'un autre côté, on en revient toujours à notre relation à la technique, qui est de se dire, qu'est-ce que je décide de déléguer? Et j'aimais bien effectivement la conclusion de Serge Hoffman qui disait, être humain, c'est négocier. Il y a un petit peu de ça aussi. Il y a un nouvel outil à qui il est possible de déléguer certaines choses. Et moi, ce que je préconise beaucoup, c'est de pouvoir éduquer chacun et chacune à, quand on délègue, qu'est-ce qui se passe? Et typiquement, par exemple, quand on délègue, c'est effectivement, comme ça a été rappelé, c'est aussi prendre part dans un système qui crame la planète, avec les négociations qui sont possibles, etc. Certes, mais c'est prendre part à ça. Et ça, je pense que c'est des questions que chacun et chacune doit se poser. Et c'est, j'espère en tout cas que c'est le rôle des enseignants aussi, pas que dans le domaine artistique, dans tous les domaines, voilà, si vous utilisez de logiciels d'intelligence artificielle, voilà dans quoi vous vous intégrez, voilà ce avec quoi vous êtes tacitement en fait d'accord. Et je pense qu'effectivement, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Et donc, revenons à la question de la servitude numérique, est-ce qu'on a vraiment envie de se les poser? Et est-ce qu'on est d'accord de parfois devoir nier certaines valeurs parce qu'on va se dire non, mais c'est quand même tellement pratique. Et ça, je pense que c'est des questions qu'il faut se poser. Et je suis ravi qu'on soit en tout cas rassemblés aussi pour le faire. Et justement, vous avez parlé de l'éducation des professeurs. Ça me permet de donner la parole aussi à Alexandre Lavallée. Vous, comment vous abordez ça? Vous êtes artiste, mais vous êtes aussi professeur. Donc, vous enseignez. Est-ce que vous enseignez les outils d'intelligence artificielle comme des outils, comme vous enseigneriez l'utilisation d'un marteau ou d'une foreuse à des élèves en menuiserie? Ou bien est-ce qu'il y a quand même un aspect éthique, un aspect à prendre en compte de ce côté-là? Pour commencer, je suis paresseux aussi. Et pour autant, le travail de la paresse, ça se cultive. Donc, il faut du temps pour être paresseux. C'est pas la question. La question, effectivement, de l'apprentissage, faut être clair. On est dans une nouvelle ère de jeu. Pour les artistes, c'est une ère de jeu extraordinaire dans laquelle on se trouve. Et donc, la question, alors oui, il y a plein de... Moi, je vais pas rentrer dans les questions éthiques parce que, d'abord, je suis pas un expert en droit d'auteur. Je ne suis pas un expert en énergie, mais enfin, pour rappel, quand même, 80% de l'énergie produite sur la planète est issue de sources fossiles. Hein. Il n'y a qu'en Occident qu'on a des grosses centrales nucléaires, enfin, évidemment en Chine, mais la majorité de l'énergie est produite par les sources fossiles. Quand je monte dans ma voiture, je ne me demande pas d'où viennent tous les composants qui fabriquent ma voiture. Et si je dois avoir un sentiment de culpabilité quand je monte dedans pour faire un trajet, évidemment, ça pose souci. Et c'est la même chose pour tous vos produits. Les Mac qu'on utilise pour travailler, on fait à peu près 4 fois le tour de la planète et il y a 17 pays qui envoient des matériaux pour pouvoir les fabriquer. Mais bref, ce n'est pas le sujet. J'apporte pas cette approche-là. Moi, je les apprends, effectivement. Depuis 3 ans, contre ma direction, j'ai décidé de mettre les IA dans la création et donc de l'insuffler dans le processus créatif. L'idée, moi, c'est d'essayer de créer un dialogue systématique entre le tangible et l'intangible. C'est-à-dire avoir un dialogue permanent entre le monde réel et le monde digital. Pour autant, ce qui choque le plus dans l'IA générative, et singulièrement l'IA générative d'image, c'est son supposé manque d'authenticité. Si on l'implémente dans le processus artistique, l'artiste peut se l'accaparer. Quelque part, ça devient un outil exactement de la même manière que Photoshop a pu être critiqué il y a 20 ans par les dessinateurs et coloristes de bande dessinée. Je donnais cours en bande dessinée il y a 20 ans.
le chef d'atelier m'a interdit d'apprendre Photoshop à ses étudiants. 20 ans plus tard, ceux qui sont passés dans mes mains inexpérimentées peuvent me remercier de les avoir rendus obsolètes le jour où ils sont sortis de l'école. Donc, je pousse mes étudiants à découvrir cette nouvelle ère de jeu qui est passionnante. On s'en amuse, on essaie de trouver les limites, de jouer avec ces limites. Pour le moment, on travaille l'absurde avec ChatGPT. Demandez à ChatGPT d'écrire un texte absurde, il n'est pas fait pour ça. Et vous le poussez au fur et à mesure dans le but de le faire halluciner. Et là, ça devient intéressant. Alors, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres zones exploratoires avec mes étudiants et on s'amuse beaucoup avec ça. Je pense qu'il est inévitable, comme beaucoup l'ont dit, de devoir s'en emparer, mais honnêtement, c'est vraiment, vraiment très amusant à utiliser. Et donc, il ne faut pas se gêner. Faut pas se gêner en tant qu'artiste, en tant que créatif. Je pense que c'est essentiel. Moi, je l'implémente à la fois dans mon travail professionnel, en tant que graphiste, en tant qu'artiste aussi, en tant qu'enseignant. Il y en a partout maintenant. Je pense qu'on peut dépasser ses propres limites grâce à un outil qui, lui, finalement, réfléchit pas. On ne va pas revenir là-dessus. Je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé précédemment. Mais justement, je suis curieux d'entendre, de faire rebondir Louis là-dessus, sur la comparaison. Vous avez fait la comparaison avec la photographie, vous avec Photoshop. Donc, à chaque rupture technologique, on a toujours des gens qui disent que la version précédente est obsolète ou va se faire bouffer et tout ça. Est-ce que l'IA, selon vous, vous qui avez quand même étudié la partie éthique aussi de ça, est-ce que c'est une rupture parmi d'autres ou bien est-ce que c'est une vraie rupture qui peut changer tout le modèle? Le tout en 2 minutes. Non, vous avez un peu plus de temps quand même. C'est une très bonne question et je pense que la réponse la plus sage, ce serait de vous dire qu'on n'en sait rien. Honnêtement, ChatGPT, ça a 3 ans. J'entends des gens qui comparent ChatGPT à la révolution agricole et à la révolution industrielle. J'attends de voir. Et d'un autre côté, dire que ce n'est qu'un nouvel outil et que ça change rien, peut-être que c'est vrai et peut-être que c'est complètement faux. Aujourd'hui, je pense qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait en revanche, qu'on s'entend peut-être sur ce qu'on sait, c'est que il y a un véritable narratif marketing promotionnel très fort de la part des géants de la Silicon Valley qui vendent toute nouvelle innovation technologique comme étant révolutionnaire et qu'il faut absolument que vous en empariez, sinon vous allez être complètement obsolète et dépassé. Je pense que ça aussi c'est faux. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne vont pas toucher à l'IA et qui pourtant continueront à vivre des vies très bien remplies. Je ne pense pas que ça ait par exemple la même ampleur que le mail. Aujourd'hui, postuler quelque part et dire « Ah, moi, pas de mail, moi, tout papier », vraiment, c'est compliqué. Je dis pas que c'est pas possible, mais je dis que ce serait même potentiellement en tant que tel une performance artistique. C'est pas faisable, je pense. Je pense pas que l'IA ait cette dimension-là. Je pense pas que ça va à ce point-là tout chambouler. Mais c'est vrai que c'est neuf, c'est vrai que c'est... Alors, j'aime pas le terme révolution parce que, comme je disais, il était bien trop utilisé, mais ça vient bousculer beaucoup de choses. Et donc, la question, c'est de nouveau, c'est quoi notre position face à ça? Comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça? Et je vais peut-être prendre un exemple. Moi, je suis pas artiste, j'ai vraiment de nombreuses qualités, mais aucune capacité créative. Je pense pas que, effectivement, aller sur Midjourney ou Stable Diffusion, etc., et prompter quelque chose, et prendre l'output et l'exposer quelque part, je ne pense pas que ça soit de l'art. J'ai eu la chance d'échanger avec beaucoup d'artistes sur un projet que je suis en train de mener, des artistes qui ont fait le pari de travailler avec l'IA et qui trifouillent, qui construisent leurs propres modèles, qui les nourrissent avec leurs propres données, qui vont modifier les algorithmes, qui vont pousser les algorithmes vraiment très loin dans les retranchements, comme vous pouvez le faire apparemment avec ChatGPT, etc. Là, il y a quelque chose, je pense, de beaucoup plus intéressant. Et donc, je trouve la comparaison de l'IA avec le marteau ou de l'outil, elle est toujours dangereuse parce qu'un marteau, je pense, c'est le même pour tout le monde. Alors, je pense qu'il y a une vraie façon d'utiliser l'IA qui va faire qu'on va aussi également avoir un changement de nature. Ce qui, je pense, n'est pas forcément le cas avec le marteau. Alors que la façon qu'on va avoir d'approcher l'IA et vraiment de la pousser dans ses retranchements ou de la modifier selon un geste, une intention, une démarche qui peut être propre à chacun, chacune, là, je pense qu'il y a quelque chose d'artistique, alors que vraiment, aussi esthétique que puisse être l'output de la machine, je pense pas que ça puisse faire de Midjourney un artiste.
Très bonne question. Jeanne Brinfo, alors je vois que je ne sais pas si vous voulez réagir directement. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'IA seule n'est pas artiste. Elle n'est pas créative. Elle n'a pas plein d'idées derrière la tête. Attention, je vais vous montrer ce que je pense. Je pense que l'IA utilisée dans une démarche artistique n'est intéressante que parce qu'il y a un artiste derrière. Sinon, ça n'a aucun intérêt, ça ne donnera rien. Par contre, un artiste qui a une démarche artistique avec l'IA, ça peut donner des résultats vraiment super. Et quand je vous parlais de ce court-métrage, ça a vraiment été une surprise pour moi parce que je me suis dit, ouf, ça va quand même pas dingo. Et puis en fait, quand on voit le court-métrage, qu'on connaît le parcours du cinéaste et qu'on voit ce qu'il a fait avec l'IA, et il a travaillé, il a trifouillé, et on voit toute la complexité du travail qu'il a fait avec l'IA, mais c'est une œuvre qui lui ressemble à lui. C'est pas une œuvre qui serait faite par quelqu'un d'autre ou par une IA générative toute seule. Donc je pense qu'à ce niveau-là, donc l'IA toute seule, oui, elle va pouvoir générer des trucs, mais ça va pas être très folichon. Tandis que l'IA avec l'artiste derrière qui sait ce qu'il fait, qui travaille, qui va chercher plus loin, ça peut donner des chouettes résultats, ça peut donner des résultats vraiment intéressants. Donc c'est ça que nous, on doit encourager. On ne doit pas dire non, touchez pas à ça. Est-ce qu'il y a des actions concrètes par rapport peut-être au monde de l'éducation et tout ça de la fédération qui vont déjà dans ce sens, ou c'est une réflexion? Il y a des formations. Après, il y a plein de cours qui sont donnés dans les écoles d'enseignement artistique. Donc ça, on doit, nous, en tout cas, pas se substituer à ça. Il y a des cours qui sont donnés, des formations dans les bibliothèques. Il y a tous des publics culturels un petit peu annexes qu'on essaie de former aussi à ça. Maintenant, bon, c'est comme toujours, il faut les budgets qui vont avec, donc ça, c'est pas évident. Et puis, il faut surtout des gens qui ont les connaissances suffisantes pour former d'autres personnes, et on n'est pas encore très loin non plus en termes de formation des formateurs. Donc, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Alexandre Lavallée, justement, on parlait de la limite entre quand est-ce qu'une œuvre générée par IA devient l'œuvre d'une personne et pas d'une machine, et donc une vraie œuvre d'art. Vous, c'est ce que vous faites avec vos étudiants, vous expérimentez beaucoup de choses. Est-ce que vous avez une vision de ça? À partir de quand vous considérez que ce que vous rend un étudiant est vraiment le produit de son talent et pas juste qu'il a fait un peu joujou avec un prompt? Est-ce que vous voyez une frontière là-dedans? Est-ce que tu aimes bien au restaurant? Oui, bien sûr. Oui. Tu aimes bien manger de la bonne cuisine? Bien sûr. J'ai eu la chance d'avoir un papa et une maman qui avaient tous les deux leur restaurant, tous les deux chefs cuisiniers gastronomiques. Moi, je dis un graphiste, alors évidemment, je vais parler pour ma chapelle, un graphiste, c'est comme un cuisinier. Un cuisinier, il va aller chercher des légumes qu'il n'a pas fait pousser, il va aller prendre un poulet qu'il n'a pas élevé, il va prendre des épices qu'il n'a pas récoltées, et pour autant, si tu prends 10 cuisiniers différents, tu auras 10 plats différents avec les mêmes ingrédients. Le graphiste, et je pense singulièrement l'artiste, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, évidemment, on a plein de sources d'inspiration. S'imaginer que on prompte, et la sortie du prompt, malgré tout l'effort qu'on pourra mettre dedans, parce qu'il faut beaucoup de temps pour obtenir un résultat intéressant. Et se dire que l'image qui est générée là, c'est l'œuvre. C'est mélanger le chemin et l'objectif. C'est deux choses qui sont différentes. C'est le chemin qui compte le plus. Quant au fait de savoir si l'image générée donne sens ou pas, j'ai une approche personnelle. Je considérerais qu'effectivement, il faut que cette image appartienne à son auteur. Et c'est vrai que dans mon aspect peut-être plus pédagogique, j'attends de mon étudiant et j'attends de moi-même de rapatrier cette image dans le monde réel. Quand on est face, qui n'a jamais vu un Modigliani en vrai, mais uniquement en projection ou bien imprimé, ne peut pas savoir ce qu'est Modigliani. Il faut le voir en vrai, la lumière qui émane du tableau. Il y a plein de peintres comme ça. La première fois que j'ai vu un Pierre Soulages sur un écran au cours d'Histoire de l'art, j'ai trouvé ça ridicule. Et puis quand j'en ai vu un en vrai, j'ai été absolument ébloui. Le rapport au réel, il n'existe pas avec l'IA générative. Et c'est à l'artiste de lui permettre de pouvoir rentrer dans la réalité. Et donc, comme outil d'expérimentation, vous savez, c'est toujours une question finalement de sérendipité et de résilience de la part de l'artiste, en tout cas du créateur, je dirais. De se dire, mais est-ce que tu dois te soumettre au diktat de la production de la machine en considérant que, bah oui, finalement, ce qui est là, ça fera l'affaire? On peut s'interroger évidemment sur sa motivation à avoir choisi ce type de filière.
Et en même temps, on est tous, en tant que praticiens, nombreux à se dire de temps en temps, on est en train de faire le geste va faire apparaître, va faire émerger comme par hasard, comme par magie quelque chose. Eh bien, évidemment, la machine, vous savez, dans ChatGPT, on peut récupérer des parties de texte, se la réapproprier, le réécrire, réintervenir dedans. Dans l'IA générative, il faut être conscient que cette approche-là est probablement la plus intéressante. J'ai, moi, dans l'idée de me dire que l'objet fini uniquement produit par IA, moi, me rend insatisfait, même si le parcours a pu être intéressant. Mais il y a autant de cas de figure différents que de praticiens et de créatifs différents. En fait, moi, ce que je trouve vraiment très intéressant avec l'intelligence artificielle générative dans le monde de l'art, c'est que ça force justement un cadre autour. Et de se dire très bien, mais ok, c'est sorti de la machine. Pourquoi? Comment est-ce que vous avez effectivement le rendre plus concret, le rendre plus réel? Et moi, c'est ça que je trouve très intéressant et qui, de nouveau, c'est pas propre à l'IA générative. Ça fait quand même pas mal d'années. On peut fixer ça sur Duchamp, mais je pense que c'était déjà un petit peu avant, où on se dit l'esthétique ne suffit plus. Ça suffit pas, il suffit pas que vous ayez fait quelque chose de beau. Et ça, effectivement, la machine fait ça très bien. Il y a plein de trucs très jolis, mais ça ne suffit pas. Et la question, c'est très bien, mais et donc quoi? Et ce et donc quoi, pour moi, par définition, ne peut pas appartenir à la machine. La machine n'a pas d'intention. La machine, c'est comme ça a été très bien rappelé, ce sont des logiciels. On peut être d'accord ou pas avec le terme, mais ce sont des logiciels, c'est du code, c'est des modèles, c'est des données. Il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de volonté. Et moi, je reste persuadé qu'en tant qu'être humain, c'est ça qui nous touche. Il y a un exemple que je donne souvent, qui n'est pas propre à l'art, mais il y a en tout cas un geste créatif. En 2024, Google a eu un petit backlash lorsqu'ils ont, pendant les Jeux Olympiques, ils ont voulu faire une publicité pour leur dernier modèle de langage, Gemini. Et la pub, c'était une petite enfant, 8-9 ans, passionnée d'athlétisme, qui voulait écrire une lettre à son athlète préféré, qui allait donc au JO de Paris, une championne de 400 mètres et 4x400. Et le père écoute sa fille et tout de suite va dans Gemini et prompte la machine. Voilà, il faut que tu m'écrives une lettre pour tel artiste et il faut que vraiment elle puisse expliquer que ma fille est super fière, qu'elle l'adore, etc., etc. Et il y a pas mal d'articles qui ont dit, mais Google, à quel moment est-ce que tu n'as pas compris que c'est pas du tout ça qu'on attend d'une lettre de fan? Une lettre de fan, on n'attend pas qu'elle soit parfaite, qu'elle soit bien structurée. On attend que les enfants aient galéré à l'écrire, que ça a été compliqué. C'est ça qui donne toute sa valeur. Et je pense que c'est exactement la même chose. Il y a pas mal de trucs comme ça où les gens, quand ils se rendent compte que c'est trop fake de l'IA, ils se disent, en fait, ça m'intéresse pas tant que ça, en fait. C'était sympa jusqu'au moment où je sais que c'est de l'IA et d'un seul coup, ça reste joli, hein, c'est peut-être très bien, mais en fait, c'est pas ça que je viens chercher. Mais justement, encore faut-il s'en rendre compte. Vous avez écrit sur l'anthropomorphisme de l'IA, donc le fait qu'on parle de plus en plus à nos IA comme à des humains. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque, ça c'est les bonnes intentions, mais qu'au final, on finisse par être ému par des œuvres créées par l'IA sans toujours se rendre compte que l'émotion a été juste générée par, vous dites qu'il n'y a pas d'intention, mais il y a l'intention des œuvres sur lesquelles le modèle a été entraîné, donc a été généré par des œuvres qui avaient une intention, et qu'on vit finalement dans un monde qui nous met en cocon dans des œuvres générées. C'est peut-être une version un peu pessimiste. Non, avec la tech, il n'y a rien de pessimiste. Il y a beaucoup de questions dans votre question. Je vais essayer de reprendre chacune. D'une part, il y a la question de la transparence. Et effectivement, j'en ai un petit peu parlé. C'est sûr que dire, voilà, c'est moi qui ai fait tout ça, le mettre, et puis ou même, bon, il y a une question pour les arts, on va dire, graphiques ou visuels, et puis ça peut être le cas pour du chant. Pas l'artiste, le chant. Mais si jamais vous allez à un concert et que vous vous rendez compte que l'artiste est en playback tout le long, mais qu'il ou elle fait semblant, vous sortez, vous êtes déçu. En fait, c'est un peu la même chose. Donc, il y a une question de transparence, d'honnêteté, d'authenticité avec un peu son public qui, pour moi, est absolument primordial. Après, la deuxième question, qui est en fait, je pense percevoir celle de la standardisation, c'est une vraie question. Parce que moi, il y a quelque chose que je rappelle souvent, les modèles, que ce soit des modèles de langage, que ce soit des modèles de génération d'images, ont été certes entraînés avec beaucoup d'images, des milliards d'images, mais pas toutes les images. C'est pas tout ce qui existe dans le monde. Ça a été choisi, avec plus ou moins de rigueur et de sérieux, mais ça a été choisi. Peut-être pour vous donner une petite idée, GPT-3, donc qui est le modèle juste avant ChatGPT, GPT-3, 93% de ces données d'entraînement sont en anglais. 93%. Alors que, si jamais vous prenez les langues maternelles dans le monde, la première langue maternelle, c'est pas l'anglais et c'est certainement pas 93%.
C'est le mandarin à 16%, suivi de l'espagnol, puis l'anglais, puis l'hindi et le bengali, bref. Mais ça donne une vision du monde, en fait. Et l'article qui parlait de ça dit que GPT-3 a justement un peu un accent américain. Il a un accent américain dans sa façon de passer. C'est une vision du monde. Et donc, effectivement, il y a un vrai risque de standardisation. Si vous n'avez pas tout ce travail de trifouillage dans le code, de dire, en fait, non, je ne veux pas que tu présentes la vision standard des États-Unis, je veux que tu présentes ma vision en tant qu'artiste, qu'est-ce que moi j'ai envie de transmettre. Et ça, il y a un vrai risque là-dessus, notamment parce qu'aujourd'hui, les plus grosses sociétés sont des sociétés états-uniennes, éventuellement un petit peu chinoises. Malheureusement, on manque de gros champions européens. Donc, toutes ces questions-là, elles sont liées à ça. Mais la question de la standardisation probable à cause de l'IA, elle est réelle. Et peut-être pour juste terminer, c'est pas forcément fondamentalement neuf. La standardisation dans le monde de l'art, la productivisation de l'art, faire de l'art un produit qu'on peut vendre, etc., c'est pas propre à l'IA. Ça existait déjà avant et on n'a pas attendu l'IA générative pour faire ça. Alexandre Lavallée, vous pouvez peut-être réagir de votre point de vue d'artiste et de professeur. Alors moi d'abord je regrette de ne pas avoir Serge à nos côtés, ça aurait été chouette. C'est méthodologique, hein. C'est pédagogique. Moi ce que je constate c'est, alors les écoles d'art on se retrouve souvent avec beaucoup d'étudiants 10 parce qu'on est un enseignement qui est un enseignement qui permet de pouvoir s'exprimer plus que de restituer. Mais c'est méthodologique. Si on permet aux jeunes d'utiliser correctement cet outil, ça permet d'obtenir du résultat. L'alimenter, comme tu dis très justement, avec sa propre production, en tout cas l'orienter de manière à vraiment lui donner une saveur. Alors j'aime bien les métaphores culinaires, hein, mais lui donner de la saveur. Je suis en train de faire une 10aine d'affiches pour un théâtre. J'en ai livré 2 déjà. Je vois le directeur du théâtre avant-hier. Et puis je lui dis, ah oui, j'ai fait les visuels en IA. Ah bon? Ah, je dis, oui, ça ressemble pas à du plastoc, hein. Du plastique et des trucs formatés, tout ça. Bah non, pas du tout. Bah non, parce qu'en fait, il y a une manière de l'utiliser. Et là où on va vraiment, et là où la Fédération Wallonie-Bruxelles a vraiment une grande responsabilité, et un grand chantier, c'est qu'en fait, dans 10 ans, ce qui fera la différence, c'est ceux qui auront appris à s'en servir correctement et ceux qui s'en serviront mal. Je fais travailler mes architectes d'intérieur dans un cours qui est complètement différent. Je leur demande de faire une analyse de logo, ce qui est quand même à la portée des bachelor 2. Je pense que c'est pas non plus imprenable. 80% de ma classe a demandé à ChatGPT. Mais je lui dis, mais je ne comprends pas. On a le même problème, et ça, dans le monde académique, tout le monde a le problème, sur remise de dossier, ChatGPT. Donc, il faut changer le paradigme. Il faut véritablement changer le paradigme pédagogique. On sait que l'administration et que le monde académique, il va mettre 10 ans pour être en mutation, mais il est impératif de le changer plus rapidement que ça parce que finalement, on ne servira plus à grand-chose. Il faut changer le paradigme aussi pour les artistes. Parce que cette histoire d'alimentation, que ces œuvres soient utilisées pour éduquer la machine, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, évidemment, ça a du sens, ça a beaucoup de sens, pour éviter justement de se retrouver avec toutes les mêmes images, avec la même culture mainstream, de se retrouver avec Captain America et Hulk, tout systématiquement dans quoi que tu fasses, ou du Star Wars, ce qui n'intéresse finalement que, en tout cas pas moi. Alors que si on pouvait avoir des images qui donnent sens, qui cherchent une authenticité, enfin, voilà, on a une véritable responsabilité à la fois éducationnelle et à la fois, j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais voilà, c'était... Mais je pense peut-être qu'on peut faire réagir Jeanne Brinfo là-dessus. Moi, je suis tout à fait d'accord. Après, la question, c'est aussi la question sur laquelle nous, on travaille beaucoup, qui est celle de la découvrabilité des contenus qui sont les nôtres. Et c'est pas facile, hein, ne serait-ce que les contenus audiovisuels, quand on voit le poids des grosses plateformes et qu'on essaye d'y mettre des films ou des séries à nous, je peux vous dire que c'est pas simple. Et du coup, en effet, l'inconscient collectif qui en ressort, c'est un inconscient collectif qui n'est pas le nôtre, parce que c'est celui des séries américaines, c'est celui d'un certain type de contenus qui sont pas nécessairement proches de nous. Donc nous, on a une vraie mission de préserver et de promouvoir la diversité culturelle. Et donc, ça passe aussi par le fait de travailler à cette découvrabilité du contenu qui sont nos contenus à nous. Maintenant, je pense que par rapport au rôle de l'administration, ça va nous tomber sur la tête. Ça fait pas un pli. Ça va nous tomber sur la tête le moment où on va avoir
je disais, des dossiers qui sont écrits à l'IA et qui parlent de projets culturels dont on ne sait pas comment ils seront réalisés, est-ce qu'ils seront aussi réalisés par l'IA ou pas. D'où cette obligation de transparence, assez évident. Mais peut-être aussi, on y réfléchit, cette obligation de plus d'interaction avec les artistes qui déposent. Parce que c'est en parlant avec eux qu'on va pouvoir comprendre à quel niveau de maturité ils sont dans leur projet avec l'IA. Ou si ils en sont au niveau 1 et que ça va les aider comme ça, ou s'il y a une vraie réflexion et un vrai travail de fond sur ce qu'ils vont, sur le chemin et puis sur le résultat qui aura utilisé l'IA. Mais seulement faire, comme on le fait d'ailleurs en cinéma, on auditionne toutes les personnes qui demandent un soutien, que ce soit en court-métrage, en long-métrage, en écriture, en développement, en production. Mais faire la même chose pour d'autres types d'œuvres dans les autres secteurs, ça nécessite beaucoup de temps et beaucoup de ressources humaines aussi. Mais pour nous, ce serait vraiment un élément capital, c'est de pouvoir entendre les artistes sur leur démarche. Parce que ça permettrait déjà de mieux juger un petit peu l'état du recours à l'IA et ce qu'ils ont en tête par rapport au fait d'y avoir recours ou non. Et concernant, vous avez parlé de la découvrabilité, justement, est-ce que là-dedans, on pense également justement à la découvrabilité pour les entraînements d'IA, pour imaginer qu'un jour, on n'ait en effet pas des modèles qui soient que entraînés sur des données de culture mainstream américaine, mais également se dire que notre culture, la Fédération Wallonie-Bruxelles aura pris part aussi à ça. Est-ce que Mais ce serait super. Moi, l'opt-in, moi, je vote, je signe des deux mains. Si c'est réglementé, s'il y a des rétributions qui vont avec, si tout le monde sait exactement où il est dans le schéma et qu'on ne se retrouve pas avec des œuvres qui sont quand même prises là où il n'y avait pas de consentement, je dirais, tout à fait explicite de l'artiste, etc. Mais je pense que l'idée de base qui consiste à dire si on n'est pas dedans, petit à petit, on s'invisibilise et on sera dehors, elle est malheureusement correcte. C'est-à-dire que pour le moment, les contenus de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ils sont vraiment en portion congrue par rapport à tous les autres contenus et essentiellement les contenus des grands pays. Et est-ce que l'ambiance générale, particulièrement en Europe, ne va pas plutôt dans le sens contraire avec les AI Act et ça, on reproche souvent à les AI Act d'être plutôt un frein qu'une avancée qui nous fait nous larguer par rapport aux autres. Je vais peut-être demander à Louis ce qu'il en pense là-dessus, mais je pense que vous avez peut-être tous un avis sur cette question. Moi, je pense pas que les AI Act ce soit un frein. Je pense qu'une régulation qui est mise en place avec en tête, qui a pour objectif donc de préserver les droits fondamentaux des unes et des autres, et notamment dans le cas de la propriété intellectuelle, ça me paraît pas être une mauvaise réglementation. Là, de nouveau, il y a un vrai coup de narratif de génie de la part des géants de la tech, c'est d'expliquer que la régulation freinerait l'innovation. Alors que par exemple, vous savez d'ailleurs pas très très loin d'ici, il y a GSK, ils sont à Wavre, ça fait des dizaines d'années qu'ils innovent, ils sont très réglementés, et pourtant ça pose pas de problème. Et ils gagnent quand même plein de fric. Il y a pas de, l'industrie pharma va très bien, pareil pour l'agroalimentaire qui est très lourdement régulé, et c'est une très bonne chose. Et pourtant, il y a toujours de l'argent qui se fait, il y a toujours de l'innovation, etc. Je ne vois pas pourquoi est-ce que la tech, ce serait différent. Mais il y a un vrai narratif qui a été construit autour de ça et qui est, de façon très cynique, assez génial. Donc voilà, donc je pense que non, les AI Act, ce n'est pas un frein à l'innovation. En revanche, est-ce que les AI Act est parfait? Certainement pas. Je pense qu'il faut le revoir, il faut en rediscuter, voir un peu, tiens, après quelques années, comment est-ce que ça marche, est-ce qu'on aurait pu faire mieux, et qu'on l'adapte. Et effectivement, qu'il puisse à ce moment-là s'adapter peut-être aussi à des nouvelles réalités, à des nouveaux outils qui vont sortir, à des nouveaux usages. Mais non, moi je pense qu'il est tout à fait possible d'être pro-tech et pro-régulation. Mais je pense qu'effectivement, il y a des gens qui ont réussi à faire croire que c'était complètement antinomique, alors que c'est pas du tout le cas. Et Alexandre Lavallée, est-ce que tout ça passe justement aussi par le fait que les jeunes artistes, les étudiants, connaissent déjà bien les outils, connaissent également ce qu'il y a derrière les outils? Est-ce qu'il y a une formation qui peut être aussi faite sur d'où viennent les images ou le texte qui est généré et la transparence qui est nécessaire derrière, justement? Alors, c'est une question qui est très vaste, c'est très opaque, quand même, il faut que ce soit clair. Alors, il y a une liste d'artistes qui a été soumise il y a 2 ans, je pense, qui a permis de pouvoir éduquer Midjourney, parce que moi, je travaille avec Midjourney, avec DALL-E et ChatGPT. Pour autant, oui,
C'est la Bruyère qui disait depuis 7000 ans qu'il y a des hommes et qui pensent, tout a déjà été dit. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'innovation possible? Ça veut dire qu'il n'y a pas de création possible? Bah si. L'avant-garde, la provocation, moi je pense que l'art c'est une expérience vécue, hein. C'est une expressivité, c'est un savoureux mélange d'émotionnel, que ce soit positif ou négatif, de narratif et conceptuel et de technique. Je pense que l'artiste trouve son chemin au travers de tout ça. Alors, ça répond pas à la question que tu me poses, mais parce que moi, l'échantillonnage, en fait, j'en ai absolument aucune idée. Moi, je vais te dire, je me sers pas je leur apprends pas à utiliser ChatGPT comme source d'information, et heureusement. Moi, ce que je m'en sers en utilisant des techniques type arbre des pensées, type squelette des pensées, pour leur permettre de brainstormer avec la machine, de leur permettre de devenir un partenaire créatif, comme si tu étais avec quelqu'un. Alors, il n'est pas créatif, ChatGPT, mais il se fait que c'est toi qui choisis le chemin. C'est toi qui choisis la manière dont... Alors, les sources... Et après, moi, je ne leur fais pas écrire des essais, des romans, je ne leur fais pas produire de la peinture, ça n'en est pas d'ailleurs. C'est un outil qui va activer leur cognition, leur capacité créative. En fait, c'est un stimulant algorithmique. C'est comme ça que je l'entends. Et je pense que... Après, il y a plein d'autres usages, hein, évidemment. Moi, quand j'envoyais une lettre à mon directeur, histoire que c'est un peu formel, j'utilise ChatGPT, mais enfin, c'est un usage complètement basique qui est à la portée de n'importe qui. Mais dans la pratique artistique, voilà, moi, c'est comme ça que j'envisage les choses. Et ne pas y voir une finalité, ça c'est certain. Maintenant, sur l'échantillonnage, j'en sais rien. Bon, je ne peux pas répondre à ça, j'en sais rien. Les AI Act, j'en ai entendu parler. Je ne suis pas vraiment allé voir, sauf récemment, parce que je savais qu'on allait m'en parler ce soir. Maintenant que je l'ai lu, j'en sais pas beaucoup plus. Donc, je ne vais pas pouvoir vous aider là-dessus. Jeanne Brinfo, la Fédération Wallonie-Bruxelles, si je ne me trompe pas, elle est partie prenante du plan national de convergence de développement de l'intelligence artificielle. Donc, il y a aussi, au niveau national, on a parlé des AI Acts européens. De nouveau, il y a une tension entre protection du droit d'auteur et vouloir faire partie du train en marche et ne pas se laisser larguer. Est-ce qu'il y a une position quand même qui est plutôt arrêtée du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment par exemple sur le point spécifique du droit d'auteur versus l'entraînement des données qui sont parfois prises un peu à gauche, à droite? Bon, le droit d'auteur, c'est une matière qui est gérée au niveau fédéral, pas au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais nous, on ne va jamais prendre aucune décision qui soit contraire au droit d'auteur, hein. On va toujours être aligné avec le fait qu'il faut respecter les droits d'auteur, qu'il y ait une rémunération juste et équitable. On n'ira jamais en sens inverse. Après, dans la pratique, le secteur se développe comme il se développe et nous, on suivra. Mais on va toujours défendre les règles de base qui sont les règles de protection du droit d'auteur. Tout comme moi, je pense aussi que le fait de réguler, de réglementer via des textes européens, c'est capital. C'est encore une des seules forces qui reste à l'Europe, c'est cette possibilité de régulation. Et je pense que plus on va peaufiner les AI Act, mieux ce sera pour nos artistes. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche et continuer. C'est un work in progress et c'est normal que ce soit imparfait. C'est tout à fait normal parce qu'on apprend vraiment en marchant avec tout ça, avec toutes ces technologies. Mais nous, on est très impliqués dans tout ce qui est défense de la réglementation au niveau européen. Idem en ce qui concerne la défense de la diversité culturelle via la Convention UNESCO, etc. Donc voilà, je pense qu'on est assez alignés dans toutes nos politiques par rapport à ce qui se fait aux autres niveaux de pouvoir. Très bien, je pense qu'il nous reste un tout petit peu plus de 5 minutes, donc on peut prendre quelques questions dans la salle si... Je pourrais juste intervenir, j'ai quand même une question à sûr. poser, parce que moi, je ne sais pas comment vous faire des pouvoirs publics pour cette histoire de droit d'auteur, parce que, alors on va pas parler de plagiat, mais enfin le plagiat, ça fait partie évidemment du problème. Est-ce quoi, cette oreille-là, elle appartient à un tel, dans cette image qui est générée, l'œil, la composition, dans les arts visuels, c'est ingérable. Parce qu'il y a 5 niveaux de plagiat en littérature, il y en a 3 communément admis. J'ai fait mon TFE il y a des années, même si je fais très jeune, je vous remercie, c'est sur la problématique du plagiat en art. C'est ingérable. Je pense qu'on peut réguler autant qu'on veut. C'est narratif, conceptuel, c'est technique. Si vous écrivez un bouquin comme, je sais pas moi, comme
comme Pérec, on va prendre Pérec avec la disparition facile, eh ben, à la manière de Pérec, c'est considéré comme plagiat. Si vous faites une peinture à la manière de, je sais pas moi, de Picasso, ce ne sera pas considéré comme plagiat. Donc, je sais pas comment vont faire les pouvoirs publics. Ça, ce sera pour mon collègue Frédéric Young. Oui, après. c'est ce que j'allais dire. Il y a le droit d'auteur, mais également le droit de panel. Donc les questions, si vous pouvez les laisser centrer sur la liberté artistique. Maintenant, la question du droit d'auteur, elle existait avant l'intelligence artificielle et elle existera après aussi. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'encadrer au maximum. Je ne dis pas qu'on arrivera à tout couvrir. Oui, mais disons que le droit d'auteur, c'est la rémunération juste et équitable d'un auteur parce qu'on a utilisé son œuvre. Mais c'est pas de ça dont il s'agit. Si on dit, voilà, il y a eu, excuse-moi, hein, il y a eu un entraînement sur ton image, quelle est la quantité d'entraînement, quelle est la quantité d'images qui ont été produites sur base de cette image, et donc de ce fait, tu dois payer quelque chose parce que tu utilises une infime partie de ces... Mais je pense qu'en fait, on peut réguler autant qu'on veut. C'est en ça que je disais qu'il fallait changer de paradigme. Moi, l'artiste... Alors, on n'est peut-être pas des médecins, mais je pense qu'on fait partie de la société. La société a besoin des artistes et c'est en ça que le politique doit changer son point de vue sur l'inclusivité, l'inclusion de l'artiste dans la vie sociétale. Mais on peut faire un autre débat un autre jour, si vous voulez. Voilà. On peut terminer avec Louis, je pense qu'il voulait quand même réagir. Je peux revenir vite sur la question du plagiat, etc. Aujourd'hui, il y a deux grandes choses. Il y a effectivement le fait de pouvoir dire, tiens, je vais créer quelque chose à la manière de, et ça, en tout cas pour les logiciels d'IA générative au niveau de l'image, c'est pas du plagiat, c'est pas du vol. Pourtant, Miyazaki n'a pas porté plainte. Il n'aurait pas pu, il le sait très bien. Néanmoins, là où il y a plus un problème, c'est le fait qu'effectivement, on utilise du travail pour entraîner les modèles. Et comme tous ces travaux sont vectorisés, aujourd'hui, ce qui est, en tout cas dans ma petite communauté technocritique, ce qui est un peu l'idée qui fait plus ou moins consensus, c'est de dire que pour chaque œuvre que vous utilisez, vous payez X, mais le même prix pour tout le monde, puisque de toute façon, ça sera réduit à une approche extrêmement vectorielle et mathématique, et donc effectivement, on ne va pas forcément utiliser plus telle œuvre de Jeanne que telle œuvre d'Alexandre, que telle œuvre de Louis, etc. Donc en fait, tout ça, c'est une sorte de gros tout bazar dans lequel on va s'inspirer, et donc on ne va pas pouvoir dire, tiens, telle oreille, c'est un tel, etc. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment sur une approche, en fait, justement, non pas plagiat, mais vraiment très droit d'auteur, comme je disais, d'utilisation de matériel d'autrui pour entraîner des modèles. Aujourd'hui, c'est effectivement ce qui me semble le plus... là où il y a le plus de chances d'aboutir. Donc on n'a plus de temps pour des questions du public. On va prendre une éventuellement, mais comme je rappelle, le panel suivant, c'est sur la propriété intellectuelle et l'AE Act. Donc si vous voulez concentrer vos questions sur la boîte noire et la liberté artistique. Et du coup, flop. C'est encore plus facile s'il n'y a pas de questions. Ils ont été cassés. J'ai une petite question aussi, toujours par rapport à la liberté artistique. On a évoqué l'art en peinture, mais on n'a pas forcément évoqué l'art en écriture. Je ne sais pas quelle est votre opinion sur l'impact ou non de l'IA générative sur la rédaction et sur l'écriture en général. J'imagine que c'est à moi que ça s'adresse ou... Alors, moi, j'encourage vivement mes mémorants à utiliser l'IA générative de texte, mais d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils doivent écrire... alors, certains n'ont pas... le mémoire est arrivé il y a quelques années dans les académies des beaux-arts. C'est compliqué, le rédactionnel, pour ce type de public. Pas pour tous, mais pour certains, c'est plus compliqué que pour d'autres. Et donc, je leur dis, vous devez écrire. Quoi qu'il arrive, vous devez évidemment faire vos recherches et vous devez écrire. Et vous pouvez éduquer la machine sur, évidemment, une discussion spécifique en disant, vous lui faites analyser votre style d'écriture. Vous lui faites analyser même la fragilité de cette écriture-là. Et il peut réécrire avec la même fragilité. Ce ne sera jamais aussi bien, entre guillemets, que ce que pourrait produire l'étudiant qui a travaillé dessus. Mais néanmoins, ça permet d'avoir une écriture qui lui soit proche, qu'il peut ensuite vraiment s'accaparer. Et ça lui appartient. Je veux dire, si vous utilisez, et je pense que tout le monde utilise un peu ChatGPT au quotidien, on change les mots. Hein, il y a plein d'associations. Il utilise tout le temps plein d'adverbes, enfin, on sent vraiment ça va pas, quoi. Ça va pas dans son écriture. Par contre, si vous l'invitez à écrire comme ce qu'il a analysé de votre travail, eh bien, ça vous sera un petit peu plus personnel. Ce sera plus proche de vous. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'envisage.
Oui, moi, si je peux rebondir rapidement là-dessus, moi, il y a et je pense que les questions en fait, finalement, de l'écriture sont pas tellement éloignées des questions des arts graphiques ou même, je dirais, enfin, voilà, que ce soit la musique, etc. Quelles sont les questions qu'il y a autour juste la simple production. Et Beaumarchais avait cette phrase, donc 18e siècle, il disait: créer c'est bien, mais encore faut-il au préalable dîner. Et moi, je pense que ça, c'est la grosse question. C'est comment est-ce qu'on s'assure que dans les prochaines années, les artistes puissent toujours dîner? Est-ce qu'on va toujours... Et donc, toute la question des modèles économiques, toute la question, etc. Pour moi, ça, c'est la très, très, très grosse question qu'il va falloir se poser. Qu'est-ce qu'on va mettre autour pour pouvoir permettre à chacune et chacun d'avoir du temps d'expérimentation, etc., qui ne va pas être directement optimisable. Et effectivement, il y a plein de questions sur effectivement, la culture. Il n'y a pas un return on investment tout de suite, comme peuvent l'espérer certains fonds de private equity, etc. Donc, il y a une vraie question là-dessus. Après, quelque chose sur lequel effectivement on aurait pu insister un petit peu plus, et désolé de pas forcément l'avoir fait, les machines sont des machines à moyenniser. On l'a dit, ça vectorise, etc. Donc, par définition, un modèle dans lequel vous trifouillez pas beaucoup, etc., etc., je parle vraiment des versions très standards et grand public, sont des modèles qui vous donnent la moyenne de toutes leurs données d'entraînement. Donc, littéralement, elles vous offrent de la statistique. Ça ne veut pas dire que ça sert à rien. Juste en revanche, pour, je dirais, une œuvre artistique, je suis pas sûr que ce soit le plus utile de faire de la statistique. Donc moi, je pense qu'effectivement, ce qu'on va attendre des artistes, ça va être de s'arracher à la statistique, d'être capable de produire du non moyen, du non médiocre, quelque chose qui serait justement une valeur aberrante, qui serait peut-être vraiment complètement claqué au sol 8 fois sur 10, mais 2 fois sur 10, ça va être exceptionnel, ça va changer les paradigmes, ça va faire plein de choses. Et peut-être pour terminer avec quelque chose qui est presque anecdotique, moi j'ai discuté avec plusieurs scénaristes, notamment de bande dessinée, etc., qui m'ont dit, moi j'utilise l'IA générative de texte pour m'expliquer ce que je ne dois pas faire. C'est-à-dire que quand je bloque sur l'aventure de mon héros ou de mon héroïne, et je ne sais plus trop ce qu'il faut faire, ben j'explique à la machine là où on en est, et je lui dis, OK, maintenant il faut aller où? Et ben, dès que la machine me dit, bah, là maintenant ton héros il doit absolument aller à Rio, et ben, je l'envoie partout sauf au Brésil. Je vais l'envoyer en Norvège, je vais l'envoyer en Australie, je vais l'envoyer à Bruxelles, etc. Mais comme ce à quoi tout le monde s'attend, c'est qu'il aille au Brésil, je ne vais pas faire ça. Et ça, je trouve que c'est justement cette capacité de s'arracher à la statistique de façon presque un peu trop écrasante. Mais je pense qu'effectivement, et je rejoins tout à fait Alexandre sur le fait que la société a vraiment besoin des artistes, et je m'en suis encore plus rendu compte avec le travail que j'ai pu mener dernièrement. Mais comment est-ce qu'on va faire justement pour permettre à ces artistes de s'arracher à la statistique et de pouvoir au préalable dîner? Je pense qu'on peut clôturer sur ces beaux mots. Merci.